Israël, c'est un pays de taille modeste, on le sait. Pourtant, son influence diplomatique, surtout sur les pays occidentaux, paraît immense, presque disproportionnée. On entend parler de lobbying, d'alliances, de l'histoire, mais comment tout ça fonctionne vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la question est posée. Et pour y répondre, on ne va pas se contenter de rester en surface. Non, on va vraiment plonger dans les mécanismes, regarder qui sont les acteurs, mais aussi voir les limites, les controverses, bref, toute la complexité de cette diplomatie. Et pour bien comprendre, il faut commencer par le début. Un petit retour en arrière. Pour saisir l'influence d'aujourd'hui, c'est vrai, un détour par le passé s'impose. Parce que tout, vraiment tout, a pris racine dans les grands bouleversements du XXe siècle. Alors, 1948, création d'Israël. Le monde est en pleine reconstruction, tout change. Au départ, le soutien des Occidentaux, il est lié à quoi? Au traumatisme de la Shoah, bien sûr, et aussi au contexte de la décolonisation. Mais attention, très vite, un nouvel acteur entre en scène et change toutes les règles du jeu. La guerre froide. Et là, c'est vraiment le point de bascule. Parce que tout début, la relation n'est pas tellement une question d'idéologie. Non, c'est d'abord et avant tout de la géopolitique. Israël va très vite devenir un allié, disons, un pion crucial pour le bloc de l'Ouest dans une région super stratégique et super instable, le Moyen-Orient. Ok, maintenant, on passe au poids lourd, à l'élément peut-être le plus important pour comprendre la position d'Israël sur la scène mondiale, son alliance structurelle avec les États-Unis. Et cette alliance, elle est bâtie sur des piliers en béton armé. Je veux dire, on ne parle pas juste d'un peu d'aide militaire, non, on parle d'une aide massive, constante. Ce n'est pas juste de la coopération, c'est une véritable fusion technologique et sécuritaire. Et en plus de ça, il y a l'alignement diplomatique quasi automatique, surtout à l'ONU. Et puis ce soutien très très fort au Congrès américain des deux côtés, démocrates comme républicains. Et à tout ça, il faut ajouter une autre pièce du puzzle, le poids énorme des groupes de pression, les fameux lobbies, comme le très influent AIPAC. Alors, leur action fait beaucoup débat, c'est sûr, mais il faut bien comprendre qu'elle se fait dans un cadre tout à fait légal. Ça fait partie des règles du jeu du système politique américain. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. L'idée, ce n'est pas qu'Israël contrôle directement la politique américaine, ce serait trop simple. C'est plutôt une convergence d'intérêts hyper puissante. Leurs objectifs stratégiques se rejoignent. Et le lobbying, très efficace, il vient juste cimenter, renforcer et entretenir cet alignement. Allez, on traverse l'Atlantique, direction l'Europe. Et là, le tableau est beaucoup plus nuancé. Et plein de contradictions. C'est là qu'on touche au cœur de la tension avec l'Europe. D'un côté, on a le discours officiel, surtout celui de l'Union européenne, qui est souvent très critique, par exemple sur la question de la colonisation. Et de l'autre côté, il y a la réalité du terrain, une coopération économique et sécuritaire qui ne faiblit pas, qui est même hyper solide. Alors, comment ça marche concrètement pour influencer les positions européennes? La boîte à outils est assez fournie. Ça peut aller du rappel d'un ambassadeur, un geste fort, jusqu'à des accusations d'antisémitisme quand des critiques politiques se font entendre. Et bien sûr, il y a le poids de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, un levier évidemment très sensible en Europe. Du coup, le constat qui revient tout le temps, c'est un peu le même. L'Europe parle beaucoup, critique pas mal, mais au final, elle agit assez peu, ce qui limite forcément l'impact réel de ses prises de position. Maintenant, il faut qu'on parle d'une autre dimension qui est juste fondamentale, c'est la bataille du récit. La communication, la maîtrise du discours, ce qu'on appelle le fameux soft power. La diplomatie israélienne, elle s'appuie sur une histoire, un narratif, comme on dit, qui est très puissant et très cohérent. En gros, il y a 3 piliers. D'abord, présenter ses actions comme une lutte contre le terrorisme. Ensuite, marteler le droit fondamental à se défendre. Et enfin, mettre en avant son image, la seule démocratie au milieu d'une région très instable. Et ce discours très centré sur la sécurité, il va trouver un écho énorme en Occident, surtout après les attentats du 11 septembre 2001. À ce moment-là, la lutte contre le terrorisme devient la priorité mondiale. Et ça, forcément, ça a donné beaucoup plus de poids, beaucoup plus de légitimité au discours israélien. Et une des conséquences, c'est que ce récit impose souvent le cadre du débat avant même qu'il ne commence. Ce qu'on voit très souvent, c'est ce glissement. Critiquer la politique du gouvernement israélien, c'est perçu comme remettre en cause l'existence même d'Israël. Et ça, évidemment, ça rend toute discussion nuancée très, très compliquée. Mais attention, une tension commence à apparaître et on la voit bien dans les sondages. Le soutien presque automatique de certaines institutions occidentales, il semble de plus en plus déconnecté de l'opinion publique, surtout chez les jeunes qui sont souvent plus critiques et peut-être aussi plus informés. Parce que bien sûr, cette influence n'est pas absolue, il y a des limites, il y a des contre-pouvoirs. Par exemple, de plus en plus de pays qui reconnaissent l'État palestinien. Il y a le travail des ONG, des juristes, des journalistes, et il y a même des débats et des désaccords en Israël.
Et puis, les pays occidentaux ne sont pas des blocs unis. Ils doivent sans arrêt jongler entre leurs intérêts, leurs valeurs et toutes ces pressions qui viennent de partout. Alors, pour conclure, si on parle juste de pression diplomatique israélienne, comme ça, sans nuance, on passe à côté de quelque chose. C'est un peu réducteur. La réalité, elle est bien plus complexe que ça. En fait, il vaut mieux voir ça comme un rapport de force, un jeu d'équilibre bien structuré. D'un côté, on a Israël, un acteur qui maîtrise parfaitement et utilise très efficacement tous les outils de la diplomatie moderne, et de l'autre, des puissances occidentales qui, elles, sont souvent divisées, très prudentes et parfois même dépendantes sur le plan stratégique. Et pour finir, peut-être que toute cette analyse nous amène à retourner la question. Au fond, le sujet central est-il vraiment l'influence d'Israël ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt le reflet, le miroir, de l'incapacité des puissances occidentales à définir pour elles-mêmes une ligne politique claire, autonome et cohérente au Moyen-Orient ? Voilà une question qui, elle aussi, laisse à réfléchir.